parce que la vérité, c'est que ça m'impressionne pas, moi. Un professeur d'université de 72 ans qui s'en va à Paris faire un discours contre le wokisme. Tous les profs d'université qui ont des problèmes avec le wokisme devraient le dénoncer à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Qu'est-ce qu'il court comme risque? Rien! J'aimerais ça que tu me dises, est-ce que nos institutions universitaires, est-ce que c'est vrai qu'ils sont comme gangrénés par la gauche radicale? Oui. Mais la gauche, tu sais, il y a un mal encore plus profond qui gangrène l'institution universitaire. Il y a la gauche radicale, on va y venir si tu veux bien, mais avant toute chose, c'est la lâcheté. Moi, le truc qui me frustre le plus dans la vie, c'est le fait que des gens aient des jobs, mais des jobs illustres. Professeur d'université, là, c'est la plus haute distinction intellectuelle que tu peux recevoir quand tu es un chercheur. Là, OK? Tu es payé désormais plus de 100 000 par année, ça monte jusqu'à 150, 160. C'est impossible de te faire foutre dehors. OK? Ton syndicat est trop fort, tu es protégé, liberté académique, tu as une job à vie, tu t'en vas quand tu veux, là. Hein, il y a des professeurs d'université qui ont 75 ans là, au Québec. Là. Okay? Une fois que tu rentres, tu rentres, puis tu t'en vas quand tu veux. Puis d'ailleurs, on pourra en parler parce que quelqu'un qui a 75 ans qui demeure professeur, il empêche un jeune avec un doctorat de devenir professeur parce que c'est seulement quand il va quitter qu'un poste va s'ouvrir. OK? Ben oui, ça fonctionne comme ça. Donc, tu as ces gens-là qui ont la plus haute distinction sur le plan intellectuel. Ils sont professeurs d'université. Ils ont une responsabilité énorme. Ils parlent à des classes de 100, 120, 130 étudiants. Ils les épaulent dans leur recherche à la maîtrise au doctorat. Et ces gens-là, dont je te parle, pour la plupart, ils sont des lâches. Des lâches. Ils sont des lâches parce que... Faut pas que tu généralises un peu. J'ai dit la plupart. Ben oui, non, parce que la lâcheté, c'est très difficile, c'est très facile à définir. La lâcheté, ça passe aussi par le silence. Je te donne un exemple. Là. Il y a 2-3 semaines, il y a un professeur d'université de l'UQAM, en histoire des sciences, qui est allé recevoir un prix à Paris. Il s'appelle Yves Gingras. Il est dans la 70aine. Ah, c'est ta chronique de hier? Ouais. Okay. Yves Gingras, là, il est professeur d'université depuis 1986. OK? Fait que lui, c'en est un là, qui a probablement 70 ans en montant puis qui empêche quelqu'un de monter. Mais bon, c'est un homme courageux, lui. Vaillant, bon, brave. Cet homme-là, il a fait un discours pour dénoncer le wokisme. OK? Sauf que moi, je recevais plein de gens m'envoyaient cette chronique-là, cette vidéo-là, en me disant « Fais une chronique là-dessus. » Puis moi, ça m'a pris 2-3 jours y réfléchir parce que la vérité, c'est que ça m'impressionne pas, moi. Un professeur d'université de 72 ans qui s'en va à Paris faire un discours contre le wokisme. Tous les profs d'université qui ont des problèmes avec le wokisme devraient le dénoncer à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Qu'est-ce qu'ils courent comme risque? Rien. Ils en ont pas de problème. Moi, là, je t'ai parlé tantôt des féminicides, là, je peux perdre ma job pour ça. OK? J'ai perdu ma job, peut-être. OK, pour ça. OK? Bon. Ça, c'est un risque. Ça, c'est avoir du courage. Je suis désolé, là, mais quand t'es sur le grill à tous les jours de ta vie, que t'as pas une job sécurisée, que t'as pas de fonds de pension, que t'as pas de permanence, puis que tu dis ce que tu penses, ça, c'est du courage. Quand t'es professeur d'université, que t'es plein aux arts, que t'as une job à vie, fonds de pension. Ça serait le minimum. Mais ça serait le minimum que de dénoncer les choses quand elles t'accablent en ce moment sur le coup. Moi, le nombre de profs qui m'ont écrit pour me dire « Rémi, bravo, tout ça, tu devrais peut-être dénoncer ça. » Puis je suis comme « Mais toi, dénonce-le! Toi, fais-le! » « Ouais, mais moi, tu sais... » Non, oui, je sais. Je sais justement que t'es un lâche. Je suis désolé. Non, mais t'es un lâche. T'es une maudite momoune. C'est ça que t'es. Arrête. Je veux dire, tu cours aucun risque. OK? Tu te feras pas... Tu sais, Gad Saad, professeur... Mais peut-être parce que c'est facile pour toi de faire ça. Tu sais, il y en a que ça doit être plus dur, tu sais. C'est sûr que il faut du courage, tout ça, mais tu sais, je le vois un peu comme en humour. Tu sais, il y en a qui font de l'humour vulgaire, juvénile, puis d'autres plus engagés, mais c'est parce un est bon dans le dedans, l'autre il est bon là-dedans, tu sais. Mais en tout cas, bon en courage, puis mauvais en courage. Non, pas en courage, mais Chris, tu deviens pas professeur pour dénoncer des choses, tu vas là pour enseigner, puis il y en a qui sont pas capables de gérer la chaleur qui vient avec ça, parce que maintenant, en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est disproportionné, la chaleur qui vient avec ça. OK. Sauf que t'as raison, en passant, que c'est pour ça aussi que je dis qu'il y a parle de la majorité, donc il faut pas oublier qu'il y a une minorité
dont je ne parle pas et dont on pourrait parler, qui sont des gens qui se mobilisent lorsqu'il y a des rencontres, par exemple, de départements, qui s'assoient puis qui disent, OK, ils vont peut-être... le faire anonymement aussi. Ouais, ou t'en as peut-être un petit peu plus qui sont même prêts à prendre parole publiquement, mais il y en a très peu. Mais la majorité. La majorité, c'est parce que l'affaire aussi, c'est que si t'es quelqu'un qui a pas ce qu'il faut pour essayer au moins que les choses changent, mais t'as aussi pas le droit de chialer. Ouais. Ben oui, parce que si tu chiales et que tu fais rien, t'es dans la catégorie des plaignards que moi, je suis pas capable d'endurer tu ça. veux pas être... Ah non, ben non. Les plaignards, passez à l'action, les amis. Là. Moi, c'est ça, je suis indépendantiste. Voilà. non, mais t'es indépendantiste, puis tu reçois du monde ici, puis vous parlez de ça, puis tu fais avancer la cause, puis tu le dis que tu l'es, puis tu portes un chandail d'équipe Québec, puis puis c'est ça. Fait que tu passes à l'action. Mais t'es pas un gars qui dit à son monde à chaque fois, mais si on faisait l'indépendance, ça irait peut-être mieux. mais là, on n'est pas devenu indépendant. Passe à l'action, fais des choses, tu sais. Ben, un professeur d'université qui se plaint, puis ils se plaignent à peu près tous en passant, là. Je veux dire que c'est en train de prendre trop de place, que les étudiants sont rendus, tu sais, que des maîtres dans les couloirs de l'école. Bon, ben, dénoncez-le. Puis en plus, les amis, je le répète, vous courez aucun risque. C'est parce qu'il est là le courage, tu sais. Moi, là, il serait en train de dénoncer le système, que j'accepterais de les mettre dans la catégorie des courageux, même si il y a aucun risque qu'ils ont pris. T'sais, Yves Gingras, j'oserais pas dire que c'est pas quelqu'un de courageux. C'est pas un courage qui m'impressionne. Ouais. Moi, ça m'en prend un petit peu plus. Tu comprends? Ça me prend quelqu'un qui... Puis surtout, ça te frustre beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, puis c'est là que on pourrait mal récupérer mes propos. On pourrait dire, regarde quelqu'un qui déteste le milieu universitaire, quelqu'un qui est haineux. Regarde, moi, si je détestais le milieu universitaire, je serais pas au doctorat. Là. Ça ferait longtemps que je serais sorti de là. J'adore ce milieu-là. Je trouve que c'est un milieu important. On parlait tantôt du journalisme. Je perdrais pas 2 secondes, Jer, OK, à te parler des journalistes si j'avais pas l'impression que c'est une fonction qui est noble et importante. Tu l'as okay? Ben non, je te dirais, ben ouais, mais regarde, j'ai pas de respect pour ces gens-là, puis t'as-tu une prochaine question pour moi? C'est ça qui mange de la merde. Qui mange de la merde. Le milieu universitaire, c'est ça. Le milieu universitaire, c'est un milieu honorable, noble, d'une importance capitale. Donc, je suis en train de te dire, ça marche pas ça, OK? Ça prend du monde plus courageux, ça prend du monde avec des reins solides, OK? J'en observe de moins en moins. Puis t'as effectivement, t'as la gauche radicale qui, moi, je pourrais te dire que je l'ai quand même expérimenté parce que j'ai étudié en histoire. J'ai été dans des séminaires, moi, en histoire, où on contestait, là, et le professeur ne disait rien, mais ne prenait pas la parole pour dire ce que vous venez de dire, mademoiselle ou monsieur est faux. Il y avait des étudiants qui contestaient des bases élémentaires historiques, là. Okay? Oh, ouais. Ouais, tout à fait. T'sais, ben, on l'a connu un petit peu en dehors de l'institution universitaire, ce débat-là autour des territoires non cédés, autochtones, ce qui est un mensonge au plan historique. Il n'y a rien qui démontre que lorsque Maisonneuve a fondé Montréal en 1642, il y avait des Amérindiens présents, établis sur le territoire. OK? Il n'y a pas de trace historique de ça. Ça, c'est un consensus parmi les historiens? Oui, c'est un consensus parmi les historiens. Écoute, même les historiens qui sont plus associés à la gauche, par exemple, Laurent Turcot, que tu connais, qui a un podcast puis qui s'est fait pogner pour une affaire de plagiat. Laurent Turcot, lorsqu'il avait été consulté sur cette question-là, alors que tout le monde se posait la question au Québec, il avait dit « Je dois reconnaître que Montréal n'est pas un territoire autochtone non cédé. » Je veux dire, c'est un fait. Parce que les historiens travaillent à partir des sources écrites, OK? Et des sources alternatives, par exemple, de plus en plus l'histoire orale, qui vient compléter des zones plus silencieuses des sources écrites. Mais personne ne peut affirmer, et pourtant c'est un truc que j'ai entendu dans des séminaires de doctorat à l'université, en histoire, que Montréal on était illégitime ici parce que Montréal était un territoire autochtone non cédé et qu'on était arrivé ici, qu'on avait tassé des gens, ce qui n'est pas arrivé. Bon, alors ça, tu es dans un séminaire, puis le prof ne dit rien à ce moment-là. Tu te dis soit il est lâche, parce que c'est ça, parce que là, tu te dis, le prof, il doit dire, je m'excuse, mademoiselle, je vais rétablir les faits. C'est pas vrai ce que vous avez dit. Vous faites référence à une thèse un peu farfelue qui ne repose sur à peu près rien de solide comme base de la connaissance. Soit il dit ça, soit il est d'accord avec elle. Fait que dans l'un ou dans l'autre des cas, il remplit, il est atteint d'un des deux mots dont je te parle, la lâcheté ou le fait d'adhérer à la gauche radicale qui, bien souvent, a le dédain des faits. Voilà. Ouais. Fait que c'est ça. Parce que moi, j'ai tout le temps pensé que c'était à l'UQAM que c'était de même.
Mais là, moi, de qu'est-ce que j'en comprends, ça a l'air que c'est pas mal de même dans toute l'université. Ouais, ben là, c'est ça. Moi je serais prudent, mais tu sais, je sais par exemple que, ben écoute, on a eu la chronique de Facal ce matin dans le Journal de Montréal, c'est sur l'histoire de Frédéric Bastien, qui avait un historien québécois qui avait essayé d'appliquer pour un poste de professeur d'histoire à l'Université Laval, puis qui s'était fait dire, ben vous êtes un homme blanc, donc ça marchera pas. Donc, tu sais, non, t'as pas juste l'UQAM. Mais là, tu sais, les chaires aussi. Les chaires, exactement, les chaires de recherche. Ben, t'as McGill, Concordia. Tu sais, Concordia, c'est reconnu pour être assez woke. L'Université d'Ottawa, c'est quand même l'université, la fameuse université où il y avait eu la prof Verouchka, lieutenant Duval, qui avait dit « Nègre blanc d'Amérique », le titre d'un livre dans une classe, et qui avait comme tout perdu. Je sais même plus si elle enseigne aujourd'hui, cette femme-là. Cette pauvre femme-là. Qui a été défendue par certains de ses collègues. Tu sais, mais très tardivement. Ouais. Très tardivement. Mais ça, c'était dans le pic du wokeness au Québec. Là, on peut dire que effectivement, c'était pas mal les années là, où on avait l'impression qu'on n'allait pas s'en sortir. Tu sais, où si on entendait beaucoup, là, on peut plus rien dire. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, t'avais eu un recteur, donc, écoute, là, je te parle de l'université qui est une grande institution, t'as le chef de l'institution, là. T'as quelqu'un qui a des responsabilités énormes. Il n'avait pas défendu son employé. Il y avait des profs qui l'avaient traîné dans la boue. Et tu avais aussi beaucoup de silencieux. Et tu sais, j'essaye et c'est peut-être ta réponse tantôt qui me fait réaliser ça. J'essaye de plus en plus, et des fois je vais trop fort peut-être, mais j'essaye de comme faire attention parce qu'il y a peut-être une différence entre les silencieux et les lâches. C'est peut-être moi qui compartimente injustement, là. Mm-hmm. Mais malheureusement, les silencieux font l'affaire, pas des lâches, font l'affaire de ceux qui s'en prennent souvent aux institutions. T'sais. Les silencieux ne peuvent pas prétendre ne pas prendre parti. Parce que ne pas prendre parti quand quelqu'un est injustement traîné dans la boue, comme la professeure de l'Université d'Ottawa, ben c'est prendre le bord finalement de ceux qui la traînent dans la boue. Parce que toi, si tu prenais la parole puis tu disais « Hey », je pense qu'on est plusieurs là à penser que ça n'a pas d'allure. Ouais, OK. Là, tout le monde se réveille un peu. Oh, là, finalement, la dynamique, elle vient de changer. Tu sais, c'est un discours de Elie Wiesel qui a eu le prix Nobel de la paix. C'est un homme qui a fui les camps de concentration nazis. Il a dit, des années plus tard, devant un parterre de journalistes aux États-Unis, que dans la vie, il y avait les bourreaux, il y avait les victimes, puis il y avait les spectateurs. Ouais. Puis le problème, c'est ça. C'est que les spectateurs pensent qu'ils sont juste assis puis qu'ils regardent le spectacle puis qu'ils sont ni pour ni contre. Mais la vérité, c'est que vous êtes assis puis que vous regardez quelque chose et que vous n'intervenez pas. Mm-hmm. Donc, vous êtes dans le camp des lâches, peut-être un peu, même si vous n'êtes pas des gens qui êtes vraiment du côté du mal. Ouais. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.